Et donc, bonjour Dominique, hein, voilà, donc dans votre Bonjour Camille. signature, voilà, on peut lire philosophe et professeur honoraire de l'Université de Lausanne. Donc, vous êtes engagé de longue date pour l'écologie, hein. Moi, j'écoute souvent voilà, sur France Culture, enfin, il y a différentes émissions où on vous entend. Donc, pouvez-vous nous raconter les grandes lignes de ce cheminement, donc vos craintes éventuelles et vos espoirs au sujet de ces transitions? Voilà, donc je vous laisse quelques minutes peut-être pour vous présenter et puis voilà, nous présenter ces grandes lignes un petit peu de ce parcours. Oui Camille, bien, alors déjà premièrement, oui, effectivement, je suis prof honoraire de l'Université de Lausanne. C'est la dernière université dans laquelle j'ai enseigné pendant une quinzaine d'années. Je dirige une revue qui s'appelle La Pensée écologique, alors en accèslibre.com, et puis sinon on publie des dossiers sur Cairn une ou deux fois par an. Et je préside le conseil scientifique d'une jeune fondation qui s'appelle Zoen. Je dirige plusieurs collections au PUF, voilà, en gros. Et puis j'ai été pas mal lié à la vie institutionnelle française, avec notamment la charte constitutionnelle de l'environnement du temps de Chirac. Voilà pour un portrait rapide. Très bien, merci. Alors, donc vous participez alors voilà directement au colloque 2021 transition écologique, donc en transaction et action. Donc ce colloque, il est très volontaire sur la transdisciplinarité, l'intelligence collective comme vecteur de transition. Alors, pensez-vous que l'espace public a effectivement la capacité de faire pression sur les politiques pour promouvoir l'écologie, enfin l'écologisation des pratiques et l'intérêt commun au-delà des conflits d'intérêts, des enjeux financiers de minorités? Alors, c'est une question vaste, hein, vous pouvez prendre le temps de… Ouais, alors si on regarde la conjoncture relativement immédiate, ça ne rend pas très optimiste sur le sujet, puisqu'on a en fait une extrême droitisation des débats voulue par certains pouvoirs. Hein, une chaîne comme, je ne sais plus comment elle s'appelle, l'équivalent français de Fox News, là, CNews, non, je ne sais plus. Non, c'est pas CNews, je ne sais plus. Enfin, peu importe. Il y a la chaîne où il y a des gens comme, comment ils s'appellent, tous ces gens, je ne sais pas retenir leur nom. Enfin, bon, voilà. Une Bon, chaîne très voilà, extrême on voit. droitière. De manière générale, on s'aperçoit que souvent, les débats dans l'espace public viennent de cette mouvance-là. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ces gens ne s'occupent pas tellement d'environnement et n'en ont même en fait rien à faire, sont souvent climato-sceptiques. Donc on a une situation très paradoxale en France, peut-être plus qu'ailleurs, mais d'un côté, on a des forces vives qui, elles, déploient toutes sortes d'initiatives. La France est un pays très riche en matière d'initiatives, pour prendre cette expression de transition écologique, même si j'aurais beaucoup à dire sur l'expression. On a une jeunesse aussi particulièrement active sur ce plan-là, et on a un monde politique totalement décalé, totalement à la traîne. Donc voilà la situation dans laquelle on est, et ce n'est pas à n'importe quel moment, c'est déjà la décennie est bien entamée, on est déjà en 2021 et ça va très vite. On a encore une étude récente qui nous raconte que bien, une année en moyenne à 5 degrés, la probabilité d'augmentation par rapport au 19e, la probabilité qu'elle survienne d'ici au milieu de cette décennie est de moins 40%. C'est vraiment énorme. Les modèles IPSL, le modèle qui est un petit peu plus pessimiste que d'autres, mais en général, avec le recul, hein, les premiers modèles datent des années 60, et pas dans la direction générale, mais souvent sur la prévision de certains phénomènes, ils ont toujours été dépassés par une réalité qui va plus vite. Donc, j'aurais plutôt tendance à croire le modèle IPSL plutôt que la moyenne donnée par le GIEC, où on est plutôt là vers 2050, à partir des années 2050 pour les 2 degrés. Tout ça sans compter un effondrement maintenant assez documenté de la biodiversité. Donc, on est dans une situation qui est quand même une situation extrêmement dangereuse. Et on a un pays, la France, qui est totalement décalé sur ce genre de sujet, en tout cas dans son, non pas de manière générale, mais dans ses expressions politiques qui sont surtout autre chose. Mmh. Oui, malheureusement, effectivement, c'est vrai que c'est ce qu'on observe. Alors peut-être juste du coup par rapport à ce concept de transition écologique, je veux bien, oui, si vous voulez peut-être voilà, le reformuler, le critiquer, le compléter. Oui, très, très simplement. Hein. En fait, je suis ces questions d'environnement depuis début des... Enfin, je suis vraiment très près depuis le début des
des années 90, hein, je les suis de façon professionnelle. Et je dois dire que, effectivement, si vous voulez, la donne a complètement changé. Hein. Début des années 90, Rio 92, etc. Il y a une forme d'optimisme. On est relativement persuadé que on va y arriver. Que quand on parle à l'époque de 1,5 degré, ça paraît un scénario probable pour la fin du siècle. Je viens de vous rappeler que donc on est à 1,2. Et on aura une année, alors pas forcément la moyenne sur 10 ans, mais une année probablement à 1,5 dans la première partie de cette décennie. Donc en fait, la tonalité de l'appréhension des phénomènes n'est plus du tout la même. Là où on avait une espèce d'optimisme, on pensait qu'on allait s'en tirer, que l'humanité n'était pas suffisamment folle pour se mettre dans une impasse horrible. Or maintenant, non. Je suis désolé, c'est trop tard. Nous sommes dans une situation extrêmement dangereuse et nous aurons affaire à une Terre où l'habitabilité va se restreindre et se péjorer. Ça, quoi qu'on fasse, il faut bien le dire, c'est fini, ça c'est acquis. Maintenant, ce qui reste très important, et ça se joue dans la décennie, le GIEC ne cesse de nous le rappeler, et ça simplement pour l'aspect climat, le climat c'est qu'un aspect des choses, eh bien, on a 10 ans pour réduire à l'échelle mondiale nos émissions de 60%. Alors là aussi, c'est très paradoxal. D'un côté, ça semble complètement impossible. On ne voit pas un Modi, un Poutine, etc., un Erdogan aller dans ce sens-là, ni un Xi Jinping d'ailleurs. Bon, ok, et puis en même temps, on voit bien que la finance est en train de changer, on voit bien que la partie des gens qui est convaincue qu'il y a un vrai problème avec le climat, elle n'a plus rien à voir depuis 2018 avec ce qui était le cas avant, etc. Donc on est dans cette espèce d'entre-deux très paradoxal où on voit bien que les conditions ne sont pas là pour nous décourager, au contraire, il faut absolument prendre le taureau par les cornes et partout où l'on peut, chacun à son niveau, de façon évidemment plus collective, c'est ça qui est décisif, eh bien d'essayer de changer les choses, il ne faut pas y renoncer. Alors, d'où cette question de transition, elle donne aux gens l'idée d'une... On a l'impression, on va de manière un peu pépère, passer par l'expression, mais aller d'un type de civilisation à un autre, ben non, si on voulait vraiment le faire, il faudrait le faire à allure extrêmement rapide, pressée, sous contrainte. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'est pas encore parti pour. Donc voilà, on est encore au début de cette décennie. Il y a quand même un certain nombre d'espoirs qui restent ouverts. Il faut tout faire pour maintenir cette ouverture. Mais cette expression de transition ne traduit en rien tout le temps qu'on a perdu. Le piège dans lequel on s'est enfermé donne l'illusion d'une espèce de cheminement tranquille qui disposerait d'un laps de temps important. Or, tout ça est faux. Ce n'est pas transiter, il faudrait très rapidement passer d'un point à un autre. Oui, oui, non, mais je suis tout à fait d'accord, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de verrous, en fait, hein, on le voit sur divers sujets. Par exemple, voilà, bah, justement, là, j'étais sur une question, donc les leviers, les stratégies qui pourraient changer la donne sur ces questions d'écologie. Et donc, l'exemple, c'était justement, enfin, que je connais bien, puisque je travaille depuis quelques années, là, maintenant aussi dans le groupe Ecophyto voilà, national. Donc, en France, on constate aujourd'hui des tensions autour de la réduction d'utilisation des produits phyto. Donc, changement radical de modèle ou transition progressive. Donc, il y a effectivement des projets sur le zéro phyto, mais voilà, dans plusieurs décennies, on va dire. Mais également, voilà, on a par exemple le label HVE, haute valeur environnementale, qui permet justement d'y aller plus pépère, hein, voilà, comme on disait, avec ce côté de possibilité d'utiliser des phytos, voilà, tout en valorisant des efforts de réduction de l'utilisation. Voilà, donc ça rejoint un petit peu ce que vous disiez juste avant. Mais voilà, bah, par exemple, sur cette question des phytos, est-ce que voilà, vous avez peut-être un avis? Comment ça se passe aussi, peut-être plus voilà, en Suisse sur cette question? Puisqu'on voit déjà rien que sur cette question très concrète, c'est pas simple, quoi, hein, Ah non, c'est le ça moins qu'on peine. puisse dire, c'est pas ça. C'est une situation très paradoxale. Alors justement, la Suisse est en plein dedans, puisqu'il y a une votation le 13 juin. On va à la fois voter pour une loi CO2, une loi climat, et en même temps pour une initiative qui voudrait suspendre, interdire dans les 10 ans les pesticides. Et en fait, les milieux agricoles, enfin la majeure partie des milieux agricoles se sont associés avec certains milieux patronaux
pour faire une contre-campagne. Alors, comme toujours en Suisse, il n'y a aucun contrôle du financement de la vie publique. Bon, c'est un peu bananier. Et donc, en général, les initiatives échouent. Hein. Depuis qu'elles existent, il y a moins d'une vingtaine qui ont réussi. Et donc, tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a un monceau d'argent qui vient distiller dans la population un monceau de mensonges. Alors, redisons déjà, en fait, il y a un faux débat total sur ces questions de pesticides. Primo, sur la question des analyses scientifiques, on arrête les âneries. Enfin, le glyphosate, on sait que c'est hyper dangereux. Les néonicotinoïdes, il suffit d'une tonne pour tuer en potentiel, évidemment, 150 je crois, je ne sais plus, c'est même pas 150 000 milliards. Enfin, c'est un chiffre astronomique, beaucoup plus qu'il n'y a d'abeilles, et on en répand à peu près 80 tonnes. Enfin, on en répandait à peu près 80 tonnes en France. Le côté cancérigène, reprotoxique, etc., du glyphosate, tout ça, c'est hyper documenté. Donc, on arrête, il n'y a pas de discussion. Okay, premièrement. Deuxièmement, on nous parle d'alternative. Attendez, les gens veulent une alternative en regardant la même chose. C'est-à-dire ils veulent une nouvelle molécule pour continuer exactement les pratiques d'avant. Ben, on fait ça depuis la Révolution verte. On sait ce que ça donne. Hein. Je viens de parler d'effondrement de la faune. Là, si vous regardez une variété moderne, vous n'avez plus d'endophytes, plus de microbiote. Et vous avez beaucoup d'études qui nous montrent que beaucoup de nos maladies sont sans doute dues au fait qu'on a passez-moi l'expression, mais dézinguer notre microbiote. Je rappelle que dans un corps humain, il y a 10 fois plus de micro-organismes qu'il n'y a de cellules. Et quand on reprend une variété traditionnelle, on retrouve les endophytes, on retrouve les microbiotes. Donc, et effectivement, une agriculture alternative, elle existe. Et c'est l'agroécologie, c'est la permaculture qui est une partie de l'agroécologie, c'est l'agroforesterie. Donc on arrête. On sait très bien comment il faut faire, c'est simplement, disons, à la fois des pratiques à changer et puis des intérêts économiques hyper puissants et une forme d'organisation de la société qui font qu'une grande partie du monde agricole, mais pas la totalité, je vous rappelle qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de bio. La France est un pays où l'agroforesterie, par exemple, est assez développée, à toute proportion gardée, donc l'alternative, on la laisse sous les yeux. On arrête de dire n'importe quoi. Donc, on est vraiment sur des lobbies pour des raisons pécuniaires, à assumer sans aucune honte, et je regarde droit dans les yeux, des comportements criminels. Un point, c'est tout. La discussion s'arrête. Et donc, voilà. Là, c'est entre, comme on dirait d'autres, si vous voulez, c'est terriens, anti-terriens. Ceux qui veulent maintenir la vie sur Terre et ceux qui, pour des raisons pécuniaires étroites, sont prêts à tout dézinguer, ce qu'ils ont déjà bien commencé par faire. Donc voilà, c'est tout simple, il n'y a pas de discussion. Oui, non, mais moi je partage, hein. Il y a une partie, effectivement, voilà, une partie de personnes, hein, voilà, on va dire non, non éthiques, et on le voit bien malheureusement avec le PCB aux Antilles, hein, je veux dire, où en fait c'est en plus complètement lié, effectivement, à des aspects voilà, de maltraitance humaine, de colonisation, d'esclavagisme, où finalement on se permet sur certains territoires où les personnes ne peuvent pas forcément voilà, se défendre ou voilà, ont pas les moyens de résister, finalement, on y va voilà, gaillardement. Donc, j'espère là aussi que collectivement, alors j'ai quand même dans l'actualité, alors ce n'était pas sur les pesticides, c'est en Italie, là, une entreprise de métallurgie, là, où il y a eu récemment, donc après un procès de 5 années, à peu près des peines lourdes hein, de prison avec à la fois les responsables de l'entreprise et des politiques qui avaient laissé en fait hein, des émissions dans l'environnement avec des morts, enfin une centaine de personnes décédées et puis des malades, voilà, des milliers de personnes dans une région. Donc là, bon, ça commence un peu à bouger, mais voilà, c'est un peu, ça rejoint quand je dis ça commence un peu à bouger, ça rejoint un peu cette notion de transition. Bah, c'est vrai qu'on se dit, ça serait bien que ça bouge vraiment maintenant, quoi. Parce que le commencer à bouger, oui, c'est vrai que. Mm. Alors oui, cela dit, Camille, l'affaire italienne, elle est très intéressante parce que, en fait, un des domaines qui bouge, on ne peut pas dire à l'international, mais en tout cas dans différents pays occidentaux, c'est la question de la justice. On l'a vu avec la Cour de Karlsruhe et sa décision d'imposer au gouvernement Merkel, au gouvernement allemand, une baisse à l'horizon 2030 de 10% supplémentaire de réduction des émissions.
On l'a vu encore une fois avec une juridiction hollandaise qui a condamné Shell à réduire ses émissions, etc. Autant on a des gouvernements qui sont complices des lobbies, de certaines forces économiques et qui sont incapables de s'y opposer. Et au contraire, ils font tout au contraire pour faciliter les actions destructrices. En revanche, on a une justice qui se réveille et qui, sur les sujets écologiques, commence à les prendre à bras-le-corps. Et c'est une tendance assez intéressante. Le droit, c'est quand même le fondement de nos civilisations. Et on voit bien que c'est là qu'elle commence à réagir. Je trouve ça extrêmement intéressant et j'en attends beaucoup pour ma part, puisqu'on a des politiques qui n'exercent pas leur rôle et qui mentent, tout simplement, en général, de façon effrontée. Oui, mais tout à fait. Moi, j'ai trouvé très intéressant aussi cette affaire. Et souvent, en fait, on entend, alors pas en sociologie, hein, bon, moi, j'étais avec un parcours plus biogéochimie au départ, et là, donc, maintenant, j'ai complété, on va dire, depuis quelques années, avec aussi les sciences humaines et sociales, mais en restant à l'interface. Et c'est vrai que la notion de conflit, elle est souvent mal vue. Voilà, le côté juridique, souvent, les gens se disent, oui, mais c'est dommage, ou enfin, vivent ça un peu comme un échec. Moi, je pense que c'est plutôt sain quand justement il y a aussi des tensions, hein, sur certains sujets, c'est normal. Et je trouve ça plutôt sain quand justement les personnes saisissent la justice plutôt que voilà, d'en venir aux mains, parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus le C'est mieux côté quand même. civilisé, quoi. Donc, C'est alors c'est vrai mieux. qu'on préférerait ne pas avoir à perdre du temps et puis qu'il y ait effectivement de la judiciarisation. Mais d'un autre côté, c'est plutôt sain quand force est de constater, effectivement, si on est lucide, qu'il y a des personnes qui sont voilà, non éthiques, qui fonctionnent en lobbying contre le bien commun. Et donc, tant mieux si au moins on a le garde-fou de la justice, quoi. Donc, je trouve que Tout à c'est fait. plutôt, voilà, c'est plutôt positif que de toute façon, dans le contexte tel qu'il est, effectivement, la justice se réveille avec voilà, des personnes qui saisissent la justice. Je trouve ça assez sain. C'est un peu comme dans le. J'entendais aussi là, sur les arts martiaux le côté d'avoir finalement des règles, hein, voilà, d'avoir des règles, c'est bien, quoi. Parce que Ah oui, finalement, oui, quand c'est pas ben, réglementé, on voit bien qu'il y a, il y a tout à fait. malheureusement des débordements, hein. Mm. Et voilà, et la justice, elle intervient parce qu'il est question, et vous le rappeliez juste avec l'exemple italien, parce qu'il est question de vie et de mort. Donc, Non, tout à effectivement, si la fait. justice n'intervient pas quand il est question de vie et de mort, je ne vois pas tellement à quoi elle sert. Et donc, on est dans la barbarie. Mm. Ah non, mais tout à fait. Mais je pense qu'il y a des choses à, voilà, à écrire peut-être sur ce sujet pour justement, pas dédramatiser, mais je veux dire mettre en, effectivement, valoriser beaucoup plus ce côté de justice, en fait, hein, qui nous permet effectivement de collectivement défendre le bien commun. Alors Tout à peut-être fait. voilà, pour finir avec deux questions bon, qui restent quand même assez vastes, hein. Alors souvent, c'est la question de écologie et économie. Voilà, est-ce que finalement, bon, toujours un peu la même chose, hein, on nous impose un peu ce modèle avec, on disait, soit les pesticides, soit voilà, certains modèles d'entreprise, etc. Parce qu'on dit oui, mais bon, il y a de l'emploi et on voit très souvent d'ailleurs encore, hein, dans les critères pour obtenir des financements, par exemple à la région, etc., c'est souvent est-ce que ça génère de l'emploi plutôt que est-ce que ça génère du bien commun, etc. Donc voilà, sur cette question de écologie, économie, quelle piste finalement ou quel avis vous avez sur ce sujet? Ah, ben, écoutez, j'aurais à peu près le même avis que un rapport là, de mi-janvier de l'Agence européenne pour l'environnement. On sait très bien ce qui détruit aujourd'hui l'habitabilité de la Terre, c'est la hauteur de nos flux de matière et de nos flux d'énergie, à ne pas confondre avec la pollution qui a plutôt un aspect sanitaire. Le changement de la composition chimique de l'atmosphère en CO2, ce n'est pas une pollution, c'est énorme, on change simplement les stocks et puis du coup on intensifie l'effet de serre, l'effet de serre naturel. Donc effectivement, ce qu'il faudrait, c'est réduire le volume de nos activités économiques chargées en énergie et en matière. Il faut bien voir d'ailleurs que ce n'est pas que, évidemment, le carbone est un problème essentiel, je viens de le rappeler, mais l'énergie, c'est aussi la mesure de la transformation qu'on fait de l'environnement. Quand bien même on aurait une énergie non carbonée, si on avait une énergie abondante, ça veut dire qu'on dézinguerait, qu'on continuerait à dézinguer le vivant. L'énergie, c'est le fait de pouvoir déplacer de la matière, de pouvoir la chauffer, la transformer. Enfin, voilà. Donc, OK. Et en fait, de façon
plus philosophique d'une certaine manière. Il faudrait qu'on passe d'une société où on s'est assigné comme fin un enrichissement maximal. Ce qui était bien, c'était produire un maximum de richesses matérielles. Alors, ça a donné des très belles choses. Ça nous a, pour reprendre l'expression biblique, ça nous a permis de nous arracher à la vallée des larmes, mais la vallée en question, on est en train de la transformer non pas en jardin paradisiaque, mais en enfer brûlant, donc il y a un petit problème. Et donc, en fait, il faudrait qu'on sache passer d'une logique du maximum qui a délivré ses fruits, mais maintenant elle devient dangereuse, extrêmement destructrice, à une logique de l'optimum. Et en fait, il faudrait qu'on sache c'est quoi l'optimum en termes de volume matériel, c'est quoi l'optimum en termes de confort, etc. Et là, ça demande des jugements beaucoup plus nuancés, multicritères, ce qui n'est pas le cas quand on avait simplement l'enrichissement au maximum. C'était tout simple. Vous faisiez n'importe quoi, pour vous que c'était plus, c'était bon. Ben non, ça ne marche plus. Et donc, il faudrait qu'on apprenne à faire ça et qu'on retrouve une espèce de consensus en creux démocratique là-dessus. Alors, et évidemment, ce n'est pas la même ingénierie. Si on a une ingénierie du maximum et une ingénierie de l'optimum, ce n'est pas la même. Ce n'est pas la même économie, ce n'est pas les mêmes valeurs, c'est plus complexe comme société. On reprend en charge les différents aspects de l'humain et de la vie qui dépassent l'humain. Et l'humain, et ça on le redécouvre beaucoup aujourd'hui, pensons aux bains de forêt, que sais-je, effectivement, nous autres humains, on s'est développés dans un milieu forestier pendant des centaines de milliers d'années. Et quand on est dépourvu de nature, on est malheureux. Et on est en train de la détruire. Voilà, enfin ça, c'est le nouvel objectif qu'on devrait se donner, alors que la plupart des forces sociales classiques qui sont toujours focalisées sur le maximum qui est aujourd'hui devenu dangereux. Est-ce que ça passe, alors bon, voilà, hein, vous avez été enseignant voilà, comme moi. Alors, est-ce que voilà, justement, ça passe aussi fondamentalement et de façon peut-être aussi un peu philosophique de modèle par l'éducation? Parce que c'est vrai que ce côté de valoriser toujours un peu ce résultat maximum, le gagnant, entre guillemets, par rapport au perdant, voilà, en disant que, bah, par exemple, voilà, quelqu'un comme Trump, finalement, certains peuvent dire, bah, voilà, il a réussi sa vie puisqu'il a gagné beaucoup d'argent ou qu'il a eu beaucoup de pouvoir. Donc voilà, est-ce que finalement, dans l'éducation, même alors qu'il y a des changements, on valorise pas trop finalement encore aujourd'hui, voilà, ce côté maximum et gagnant, même si c'est au détriment de beaucoup de choses, quoi. Ah ben si, là, je vous suis complètement, Camille. On a un système éducatif qui reste sur une anthropologie dont on sait qu'elle est fausse, appuyée sur une biologie qui est fausse. Effectivement, la compétitivité, ça n'est qu'un élément dans l'existence. Regardons par exemple la prédation. Bah, évidemment, la prédation existe dans le vivant sauvage, bien sûr, mais en fait, c'est une conduite rare, très dispendieuse en termes énergétiques. Et un léopard ne va pas passer toute sa journée à chasser ses proies. C'est exceptionnel. Il dépense une énergie maximale. Il ne faut pas qu'il rate son coup. Parce que, voilà. Et nous autres, en économie, on a fait comme si, eh bien, on a fait le contraire des léopards. On s'est dit que la seule chose qu'il y avait à faire, c'est à courir comme des cinglés toute la journée. Bon. Et ça n'a aucun sens. C'est complètement absurde. Ce qui est au fondement de la vie, c'est la symbiose, c'est la coopération. Même Darwin avait vu ça en ce qui concerne l'espèce humaine. Bon. Et donc, voilà, on a une anthropologie liée à une compréhension de la biologie extrêmement biaisée. Et en fait, on a tout construit là-dessus. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on soit dans des sociétés hyper destructrices où on ne se rend ni heureux et où on est incapable d'avoir l'harmonie aussi bien entre nous qu'avec le vivant. Donc, ça passe effectivement par un changement d'éducation. Enfin, ce qu'il y a de terrible, c'est que les fondements théoriques de ce changement, ils sont tous là. Mais vous avez simplement certaines forces obtuses qui veulent maintenir le modèle ancien parce qu'elles ont un intérêt purement matériel, étroit et immédiat. Oui, mais c'est ça, hein, c'est finalement, on a la force un peu je trouve, de la médiocrité, hein, pour le dire un peu vite, quoi. Et j'espère, voilà, des fois je me dis, ben voilà, j'espère voir de mon vivant, parce que bon, je vois quand même beaucoup de belles dynamiques, de travail en réseau, voilà, de choses assez belles. Et même dans les médias, c'est vrai qu'on commence à mettre plus en avant finalement des gens dits ordinaires, entre guillemets, mais qui font justement des belles choses
du quotidien, mais je pense que c'est vraiment un changement de paradigme au niveau aussi de l'éducation, voilà, de valoriser beaucoup plus ces aspects, voilà, de collectif, de collaboration, et moins le côté voilà, gagnant, il est gagnant par rapport à l'autre qui est perdant. Ça veut rien dire, et c'est très, je trouve effectivement, c'est très destructeur, quoi. Souvent, Complètement on perd d'accord. beaucoup d'énergie et d'humain, quoi. Totalement, on perd tout. Ça n'a d'ailleurs jamais fonctionné comme ça. Mais bon, Mm. voilà. Et on a fait fonctionner le monde sur une assise extrêmement étroite. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on en arrive à ce degré de destructivité et de non-sens. Alors, pour finir, voilà, un peu sur une note peut-être plus positive, voilà, est-ce que vous pouvez nous embarquer dans votre imaginaire, donc notre planète revisitée, pour faire rêver un peu les générations futures, donc renouer peut-être avec la nature, prendre davantage le temps, valoriser beaucoup plus, voilà, c'est un peu ce qu'on disait, les compétences, aussi, bah, peut-être dans les métiers, bah, les activités peut-être plus collectives, essentielles, voilà, donc un peu peut-être vos espoirs. Voilà, qu'est-ce qu'on a quand même encore un petit peu dans la besace qui pourrait permettre de faciliter ces changements, ces ruptures. Voilà. Ah ben, là, pour le coup, je vais être très optimiste parce que il me semble que ce que pourrait être la société demain est, dans certains interstices, déjà totalement présent aujourd'hui. On a déjà l'agriculture de demain. On parlait tout à l'heure d'agroécologie, d'agroforesterie, de permaculture. C'est là, ça se développe, ça existe, ça marche, ça donne du sens et ça nourrit. On a, du côté de l'industrie, on a des tentatives pour sortir de l'extractivisme, pour essayer de biosourcer la fabrication, essayer de recycler plus de façon plus intelligente. On a l'idée, alors l'idée de l'entreprise à mission, c'est pas inintéressant, c'est réinsérer dans une vision globale et des écosystèmes et de la société l'activité économique comme une activité parcellaire et conditionnée par ce qui l'entoure. Évidemment, si elle détruit ce qui l'entoure, voilà, c'est pas génial. On a les droits de la nature, on commence à avoir un bâti entrelacé avec le vivant. On a parlé de modes d'éducation beaucoup plus coopératifs. On a des arts qui s'inspirent de l'écologie. On a des morales alternatives à une morale purement anthropocentrée. Enfin, il n'y a pas un domaine de la société où on ait déjà commencé à développer des alternatives. Et si je mets toutes ces alternatives ensemble, eh bien, je vois bien que j'ai une autre forme de civilisation, hein, beaucoup plus harmonieuse et avec le milieu et avec elle-même. Et donc, en quelque sorte, on a, si j'ose dire, le salut à portée de main. Oui, oui, mais c'est ça, on a tout ce qu'il faut, mais effectivement, maintenant, il faut le mettre en œuvre rapidement et le faire monter vraiment en puissance, quoi. Mais moi, je suis Voilà, le assez changer d'accord, hein. d'échelle. On a tout ce qu'il faut, oui. Mhm. Voilà. Ok, bah, merci beaucoup Dominique. Et puis donc voilà, au plaisir d'échanger par la suite. Donc tu as tous les ressources du colloque en ligne, hein, déjà. Donc D'accord. l'inscription est gratuite. Je te renverrai aussi la Oui, plaquette, renvoie-moi les liens. etc. pour voilà, que Je tu veux bien. puisses aussi même la Merci. diffuser, puisque donc c'est juste voilà, l'inscription est obligatoire en ligne, mais gratuite. Donc tous les étudiants, associations, etc. On a de toute façon tous les acteurs sont présents déjà dans les inscriptions et dans les communications, hein. Donc, par exemple, voilà, l'entreprise Veolia, on a voilà, des associations de jardiniers, et puis bah, donc beaucoup de chercheurs, d'enseignants-chercheurs, hein. Ça fait pas mal d'années qu'on travaille comme ça avec des étudiants, et donc ça permettra d'aborder justement tous ces sujets de façon globale et de façon voilà, multicritères, avec des points de vue différents, voilà, des acteurs. Et on a également, en fait, pour une partie des sujets, on a une traduction en langue des signes. Parce que bon, bah là, c'est pareil, j'ai commencé à travailler comme ça depuis quelques années, puisque en France, en fait, on a l'obligation au niveau des universités d'inclure davantage, hein, les étudiants, quel que soit leur éventuel voilà, Handicap. handicap, difficulté, sauf qu'il n'y a pas toujours les moyens, et puis voilà, les enseignants-chercheurs n'ont pas toujours le temps, les moyens, les compétences pour faire des ressources accessibles. Et le ministère part du principe que, bah, comme les universités doivent le faire,
il n'y a pas, enfin, il n'y a pas vraiment de moyens supplémentaires pour le faire. Donc là, c'est aussi c'est un peu bizarre. Mais bon, je trouve ça assez passionnant de toute façon, là aussi, de mettre plus d'énergie sur ce côté inclusion et collectif et altérité, parce qu'on apprend plein de choses et on est beaucoup plus justement dans des conditions un peu extrêmes qui poussent à développer davantage justement se mettre à la place de l'autre et puis voir en quoi les différences, ça peut être vraiment une richesse. Voilà, donc c'est un monde assez passionnant aussi. Voilà. Bon, bah, Ok, écoute, Camille, super. bonne journée et puis Bonne merci journée à encore toi et et à à bientôt bientôt. alors. Au revoir. Merci, au revoir.